La librairie Ombre Blanche accueillait samedi 7 décembre 2019 Kittery Caz, autrice et maître de conférences en histoire de l'art médiéval à l'université Toulouse-Jean Jaurès, et Anne Péchou, professeure honoraire des universités et illustratrice, à l'occasion de la publication de leur ouvrage Sculpture romane toulousaine, regard croisé, paru aux presses universitaires du Midi dans la collection Tempus Artis. La rencontre était animée par Virginie Tcherniak. Juste un petit mot pour vous remercier de votre présence à la librairie pour venir écouter donc nos deux auteurs de ce soir, donc Kittery Caz et Anne Pichon. Merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation à propos de ce très beau livre, Sculpture romane toulousaine, aux éditions des presses universitaires du Midi, voilà, dans laquelle je vous remercie d'être présente. C'est bien, vous faites partie des presses universitaires du Midi. Oui, je ne me trompe pas. Voilà, donc je vous laisse la parole à toutes les trois et nous présenter donc ce magnifique livre. Merci. Merci à vous. Bonsoir mesdames et messieurs. Alors, effectivement, je suis le héros, alors AUT, pas AOS, des presses universitaires du Midi, et je suis ravie de présenter cet ouvrage, qui est un ouvrage extrêmement original, qui propose véritablement une nouvelle approche de la sculpture romane, dont Kittery Caz est la grande spécialiste à Toulouse, comme vous le savez. Et en fait, c'est aussi parce que c'est une collection, donc la collection Tempus Artis, donc la collection d'histoire de l'art des presses universitaires du Midi, une collection qui a été véritablement ressuscitée grâce à Kittery Caz, justement, qui en assure la direction depuis quelques années maintenant. C'est une collection qui était moribonde, il faut dire ce qui est. Et c'est une collection aujourd'hui qui publie donc des ouvrages innovants, des ouvrages de référence avec des thèses, et également, et ça c'est quelque chose qui tenait beaucoup à cœur tant à Kittery qu'aux presses universitaires du Midi, des travaux de jeunes chercheurs, c'est-à-dire qu'il y a une petite arborescence de la collection Tempus Artis qui s'appelle les petites monographies et qui permet de publier des masters 1, des masters 2, de bonne qualité, évidemment, qui sont sélectionnés avec tout le sérieux requis. Et donc, c'est une collection extrêmement dynamique, dont cet ouvrage est un très bel exemple. Alors, je vous propose donc d'animer les échanges avec Kittery Caz et Anne Péchou. Alors d'abord, pour commencer, je me tourne vers Kittery, peut-être. Pourquoi les monuments toulousains ? Alors, parce que Toulouse. Parce que Toulouse, parce qu'on est là, pardon pour ma voix, je suis en phase finale d'orinopharyngite, donc tout va bien, mais j'ai encore la voix un peu cassée. Toulouse, pour les historiens de l'art médiéviste, est un champ d'études absolument merveilleux. Vous le savez tous, on a un patrimoine exceptionnel. Et on a tellement l'habitude de savoir qu'on a un patrimoine exceptionnel que, du coup, on le regarde de loin, un peu distraitement. Et en fait, donc moi, ça fait maintenant assez longtemps que je travaille sur Toulouse, sur les monuments, sur la sculpture. Et en fait, on connaît tous Saint-Cernin. Bientôt, on va faire des photos un peu différentes de la place. Vous connaissez tous aussi la cathédrale Saint-Étienne, mais dans son état actuel. Mais en fait, les travaux qu'on mène en histoire de l'art permettent de reconstituer des états vraiment médiévaux des bâtiments tels qu'ils n'existent plus, parce qu'ils ont connu, bien sûr, Saint-Étienne, ça fait 800 ans que ça existe, enfin dans son état, avec des transformations. Donc en fait, là, vous connaissez tous ces dessins qui ont été faits par Jean-François Binet de reconstitution, soit de la cathédrale Saint-Étienne, soit je vous montrerai tout à l'heure de la Dorade. Et en fait, il a fait ces dessins d'après des travaux qu'on imagine extrêmement sérieux. En tout cas, il a utilisé les miens, donc j'ai trouvé que c'était bien. Et Saint-Étienne, maintenant, est-ce que vous rendez compte, est-ce que vous vous souvenez qu'entre la cathédrale telle qu'elle était à l'époque romane ici et l'église Saint-Jacques qui était parallèle, il y avait le plus grand cloître roman du Midi, plus grand que Moissac, plus extraordinaire que Moissac. Et puis, la Dorade, qu'on connaît aujourd'hui pour cette basilique néoclassique, c'était aussi un endroit
absolument extraordinaire sur le plan de l'art roman. Et comme Toulouse a été capitale du vandalisme, comme chacun sait, aujourd'hui, on a beaucoup de sculptures complètement décontextualisées. Et en fait, alors je ne suis pas toulousaine, je suis née à Montauban, mais enfin, je suis toulousaine d'adoption. Ça va, on te pardonne. Mais en fait, Toulouse a cette particularité qu'au XIe et XIIe siècle, c'est une ville qui a eu la culture des cloîtres. Et en fait, il n'y a pas de ville en Europe qui ait autant de cloîtres aussi précoces qu'à Toulouse. On en a à Vérone, mais ils sont de la fin du XIIe siècle. On en a à Rome, des extraordinaires, mais ils sont plutôt de la deuxième moitié du XIIe siècle. On a Arles, qui est merveilleux, mais il n'y en a qu'un, et il est de la seconde moitié du XIIe siècle. À Toulouse, tout est en place dans les années 1100-1120. C'est-à-dire que ça pose question quand même à l'historien de l'art. Qu'est-ce qui s'est passé à Toulouse pour qu'on fasse des choses pareilles ? Et puis l'apport du dessin, comme tu viens de le montrer, en fait, s'intéresser à la sculpture par le biais du dessin, c'est innovant et c'est aussi très fortement révélateur. Le dessin, la couleur, voilà, ça fait ressortir de façon extraordinaire les chapiteaux, tous les éléments sculptés. Enfin, c'est très, comme je disais, je trouve ça extrêmement innovant et très, très révélateur. Alors, comment vous êtes-vous connues, toutes les deux ? Alors en fait, on s'est connues parce qu'on est toutes les deux fans de l'ensemble baroque de Toulouse. Et en fait, on s'est connus... Kitri est musicienne, moi je fais la cuisine pour les musiciens. Voilà. Enfin, moi j'écoute les musiciens et Anne leur fait la cuisine. Je les écoute et je les Anne, dessine. Anne, le micro. Je les écoute et je les dessine. Et alors en fait, j'ai vu que Anne faisait des dessins. Et puis on a discuté un peu de ses dessins. Et puis elle m'a montré ses carnets de voyage aussi. Et puis c'était l'époque où je me disais, je vais commencer à faire le livre académique que je rêve de faire sur la sculpture romane toulousaine. Mais un gros livre, un livre sérieux, un livre universel sur la sculpture romane toulousaine. Et puis quand j'ai vu ces dessins, je lui ai dit, tu veux pas m'en faire quelques-uns, des dessins pour mon bouquin, là, ça serait sympa. Et puis elle a commencé, elle en a fait un, elle en a fait deux, elle en a fait plein. Elle en a fait plein aux Augustins, puis après... Moi je croyais qu'il n'y avait que les Augustins, qu'en 3 mois, ça serait fini. En fait, j'ai passé 3 ans, notamment la dernière année, complètement enfermée à la campagne, avec un chat de très bonne compagnie, et parce que je faisais des grands formats sur la fin. Voilà, mais c'était pas du tout... Kitri m'a fait faire un voyage comme j'avais jamais imaginé que je pourrais le faire. Et alors du coup... Au bout d'un moment, j'étais un peu... je me suis dit, mais avec ces dessins, je ne vais pas faire mon grande œuvre académique sur la sculpture romane toulousaine. Il y a vraiment autre chose à faire. Et puis, ça correspondait... Et alors du coup, je termine ma phrase. On a fait un livre où la priorité est donnée au dessin, et j'ai fait des textes d'après ces dessins. Vraiment. Et ça correspond à un souci qu'on avait, enfin que j'ai toujours, que j'ai partagé avec Virginie quand elle était directrice des PUM, et qui traverse, je crois, les historiens de l'art, et notamment les médiévistes, c'est comment arriver à montrer l'intérêt de choses que tout le monde croit connaître, les chapiteaux des Augustins, mais que personne ne finalement regarde, et que plus grand monde ne comprend. Comment on fait pour enseigner aux jeunes générations un monde qui est complètement disparu, le monde du Moyen-Âge, où les gens pensaient autrement, vivaient autrement, croyaient autrement. Et en fait, la religion du Moyen-Âge, ce n'est pas du tout la religion qu'on a aujourd'hui. Et donc, comment est-ce qu'on transmet et comment on donne envie de redécouvrir ces œuvres-là ? Et en fait, il fallait franchir un cap. Je voudrais ajouter quelque chose, que j'étais frappé par la vitesse avec laquelle les gens zoomaient en diagonale à travers le musée, mais que quand j'avais tous mes croquis étalés, parce que j'en faisais beaucoup, comme vous pourrez voir sur la table au fond, par terre, les gens s'arrêtaient, regardaient les croquis, puis regardaient le chapiteau. Il y avait une espèce de va-et-vient, et très souvent, le dialogue, il y avait beaucoup de gens qui venaient de musées, d'autres pays, etc., et qui voulaient parler. Et les gosses, fascinés, me disaient «
Oh madame, c'est beau, vous allez être riche et vous allez être célèbre. Alors ça, c'est tout ce qu'on vous souhaite. La prédiction va pas. Mais en tout cas, il s'arrêtait et il regardait. En fait, vous les incitiez à regarder véritablement les... Alors, je crois que, c'est vrai que moi, pour faire le travail qu'il y a là-dedans, j'ai dû vraiment m'aligner et regarder, faire beaucoup, beaucoup de croquis. Et je ne connais pas du tout ce que Guitry va vous expliquer. C'est pas mon domaine, mais je regarde et j'ai appris à regarder encore plus. Voilà. Mais vous savez que cet ouvrage fait un fond pédagogique absolument extraordinaire. J'ai une étudiante de L3 à qui je demandais un exposé il y a quelques semaines sur le tympan de la porte Miégeville, qui a travaillé sur le livre et qui m'a dit mais c'est extraordinaire, j'ai grâce à ce livre vu les sculptures comme je ne les avais jamais vues. Je pense sincèrement que de montrer ces dessins avec vos couleurs et votre graphisme quand même très fort, très marqué, ça incite à regarder, y compris les étudiants d'histoire de l'art. Donc c'est aussi un ouvrage à caractère pédagogique pour les historiens de l'art. Je vais faire une petite parenthèse à propos du graphisme, parce que les dessins que j'ai faits il y a 3 ans, maintenant, je ne les voudrais plus, parce que j'ai beaucoup, beaucoup évolué en cours d'opération. Et mes dessins du début n'ont rien à voir avec les dessins de la suite. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment une harmonie dans le rendu. Mais bon, voilà, j'ai évolué, En tout cas, ça fonctionne d'un point de vue pédagogique et aussi d'un point de vue archéologique, entre guillemets, parce que le dessin permet de montrer des parties de chapiteaux qu'on ne voit pas, des chapiteaux qu'on ne voit pas, qui ne sont pas visibles, qui ne sont pas accessibles. Alors c'est sûr que c'est pour ça que j'ai amené quelques images. En fait, c'est vrai que, d'abord dans le dessin, il y a des choix. Et ce ne sont pas des dessins, ça ne remplace pas la photo, à aucun moment. C'est le mouvement, c'est le geste, mais en fait, le dessin, c'est en 2 dimensions et la sculpture, c'est en 3 dimensions. Donc, c'est comment passer de l'un à l'autre. Ça fait partie de... Alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a des dessins plus ou moins dynamiques ou plus ou moins minutieux, comme celui-là. Et puis alors, du coup, j'ai même demandé à Anne de faire des dessins de comparaison. Ça, c'est mon côté historienne de l'art, un peu prof. Et... par exemple, on a je ne sais pas si vous connaissez cette base de colonnes de la Dorade avec les chouettes, comme ça, c'était pour mettre des colonnes dessus. Et on a exactement le même dessin, enfin le même motif, au cloître de Tarragone. Alors c'est intéressant parce que cette sculpture romane, cette sculpture romane toulousaine, elle nous fait voyager. Parce que, je vous disais tout à l'heure, Toulouse, ville très importante autour de ces années 1100 pour ses cloîtres, mais Toulouse reconnue comme un foyer de création extraordinaire à ce moment-là, qui fait qu'on va copier des sculptures de Toulouse qu'on prend pour des chefs-d'œuvre dans les années 1100. On les copie à Compostelle, on les copie à Raca, on les copie à Tarragone un peu plus tard. Donc ça fait... Et puis après, il y a aussi, quelquefois... Anne s'est fait plaisir avec des dessins comme ça, c'est un morceau d'un chapiteau. C'est pas le chapiteau complet. Moi, derrière, j'ai fait un tout petit texte où j'explique le chapiteau complet, mais tout petit. Mais en fait, c'est aussi... Là, j'ai pris cette image parce que Anne, ça lui a demandé du travail. Parce que le problème, c'est de comprendre qu'est-ce qui est dessus et dessous. Et comment le sculpteur joue avec les plans. Il joue avec le corps de cette sirène absolument ravissante qui est en train de se coiffer et qui se regarde dans un miroir. Alors, à l'époque médiévale, une femme qui montre ses cheveux, soit c'est une jeune fille, soit c'est une femme de mauvaise vie. Mais alors, en plus, quand elle se coiffe et qu'elle se regarde et qu'elle s'admire, on ne peut pas dire que ça soit bon signe. Et ce chapiteau-là était à l'entrée de la salle capitulaire des très sérieux moines bénédictins de la Dorade. Donc, évidemment, ça nous interroge parce qu'ils avaient une vision de la société qui n'est pas la nôtre. Et pour eux, quand ils voulaient désigner le mal, ils montraient le mal. Ça en fait partie. Elle est absolument ravissante. Alors, dimension archéologique aussi, avec le rapport à la couleur, qui est quelque chose qui m'est particulièrement... auquel je suis particulièrement sensible, à laquelle je suis particulièrement sensible, voilà, parce que ça permet vos dessins très colorés, très vifs aussi, de réaliser, et c'est quelque chose qu'on ne réalise pas toujours forcément, qui n'est pas toujours présent dans l'esprit d'un large public, c'est la présence de
de la couleur, bien sûr, omniprésence de la couleur. Alors là, on a fait un pari non, pas un pari, on a fait un choix qu'on assume absolument. Il y a des chapiteaux et des portails qui sont peints à l'époque médiévale. J'ai pris une petite image, j'aurais pu prendre quelque chose d'un peu plus coloré, Chauvigny en Poitou, mais il y en a partout, vous savez, des chapiteaux, il y en a en Auvergne par exemple. Bon. Or à Toulouse, on n'a pas un témoignage de chapiteaux peints du Moyen-Âge. On a restauré il n'y a pas longtemps à Saint-Cernin des peintures murales. Donc on a pris un chapiteau j'ai pris une photo de près. À côté des peintures, ils avaient peint, ici, vous voyez ma petite flèche, les peintres avaient peint le sommet du tailloir du chapiteau. Ils avaient peint la colonne en faux marbre. Il n'y a rien sur le chapiteau. Et puis il y a quelques années, vous savez, on a trouvé 2 chapiteaux quand on a fait un sondage là, à côté de Saint-Cernin, à l'emplacement du cloître. On a trouvé un chapiteau qui avait été démonté du cloître roman de Saint-Cernin. Pas une couleur, rien. Et il y a quelques années, il y a très longtemps, j'avais fait des fouilles à l'emplacement du cloître de Saint-Étienne. J'avais trouvé des petits morceaux de chapiteaux tout cassés. Pas du tout de couleur. Et pourtant, dans le livre qu'on a fait avec Anne a mis de la couleur. Et en fait, cette couleur, elle donne de la vie. Cette couleur, elle donne une ambiance. Elle donne de la poésie. Par exemple, à Saint-Cernin, c'est pas un chapiteau complet, mais là, c'est un homme qui est attaqué à la tête par des dragons et qui s'installe dans une espèce d'éternité comme ça et qu'on regarde du coup. Ou alors, il y a dans des chapiteaux très hauts à Saint-Cernin, quand vous verrez dans le transept, côté sud, à l'intérieur, tout à fait en haut, côté du mur pignon, il y a ce personnage qui étend son livre comme ça. Et donc, la couleur, ça permet de donner du relief, de mettre un relief, un regard, de mettre une ambiance. En fait, c'est rigolo pour ça. Enfin, c'est rigolo. Je trouve que c'est formidable, en fait. Et ça fonctionne très très bien. Sincèrement, je trouve que c'est extrêmement réussi et ça met en valeur véritablement des détails des sculptures, aussi bien sur les chapiteaux que sur les grands déroulés que vous avez réalisés aussi. Une chose que je voudrais dire, j'amène souvent des étrangers. J'amène souvent des étrangers voir Saint-Cernin. On ne les voit pas. La porte Miègeville, c'est tellement haut. Voilà. Alors, donc, moi, en fait, les dessins, ça permet de les voir de plus près, et ça simplifie par rapport à la photo aussi. Est-ce que vous connaissez ce chapiteau à Saint-Cernin ? Il est tout à fait au départ de la voûte du transept, côté nord, et c'est le sacrifice d'Abraham. Ce chapiteau, il est à 17 mètres de hauteur. Alors, de 2 choses l'une. Soit les hommes du Moyen-Âge y voyaient beaucoup mieux que nous, ce que je ne crois pas. Soit il y a autre chose qu'on apprend en fait en étudiant cette sculpture et que Anne a donné à voir par ses dessins, c'est qu'en fait au Moyen-Âge, l'important c'est que l'image soit là. Et l'image elle est là, on sait qu'elle est là, et donc on peut s'y référer. Et c'est quelqu'un, c'est j'imagine le curé qui va dire. Et vous savez, le sacrifice d'Abraham, vous l'avez là-haut. Et vous pouvez le voir. Et donc, cette image, en fait, elle a du sens, même si on ne la voit pas. Elle contribue à donner du sens à l'édifice. Et ça, c'est dans ce sens-là, ces images, ce n'est pas du décor au sens pour faire joli du tout. Hein. C'est pour renforcer le sens de l'édifice. Par sa présence. C'est la même chose pour certains motifs sur les clés de voûte. J'en ai une jolie. C'est la même chose, voilà. Vous la connaissez, celle-là ? Alors ça, c'est une... En fait, le travail de l'historien de l'art, c'est un travail très intéressant, parce que d'une certaine façon, on est toujours en train d'apprendre des choses. Alors c'est pour ça, d'ailleurs, quand on dit « vous les sachants », je dis « moi, je ne suis pas sachante du tout ». D'abord, le mot est horrible. Mais moi, je suis une apprenante. On apprend tout le temps. Et ça, c'est une clé de voûte de la cathédrale de Saint-Étienne. Elle n'a pas tout à fait cette couleur-là. Elle avait des couleurs. On le sait parce qu'il y a eu des sondages. Maintenant, c'est tout peint en ocre. Vous savez, enfin un jaune, un blanc un peu béjasse.
Mais c'est une sculpture qui est donc, elle est à 22 ou 3 mètres de hauteur. Hein. C'est une des 3 clés de voûte de la nef de la cathédrale Saint-Étienne. Et alors, ce qui est formidable, c'est que depuis quelques années, on a vu, il y a un photographe qui a fait une photo extraordinaire de cette clé de voûte où on reconnaît la croix de Toulouse. C'est pour ça qu'on appelle la nef raymondine, parce qu'on imagine que s'il y a la croix de Toulouse, c'est que le comte de Toulouse a dû donner des sous pour l'édification de la cathédrale. Et donc, c'était une manière de montrer, d'afficher son mécénat. Maintenant, on met des plaques souvenirs. Lui, il avait mis sa croix. Mais alors, ce qui est formidable, c'est que quand on a vu, avec cette photo, il y a quelques années, sur quoi s'enlevait cette croix de Toulouse. Et cette croix de Toulouse, elle est en fait sculptée sur un fond de feuillage, avec des feuilles, avec des nervures, qui ont des petites perles, là, comme ça. Et en fait, ce sont des motifs qui apparaissent dans le 3e atelier de la Dorade, c'est-à-dire dans les années 1180, alors que ça, c'est fait dans les années 1200, 1210, 1220, quelque chose comme ça. On a toujours dit que la nef de Toulouse, c'était un monument du premier gothique méridional. Vous savez, ceux qui ont fait l'histoire de l'art, ils ont entendu ça. Mais en fait, quand on voit cette sculpture, c'est le dernier grand édifice roman de Toulouse. On reprend des motifs qui sont anciens, qui sont ancrés dans la culture visuelle des Toulousains. Et avec ça, en fait, on montre la continuité de la civilisation. Et ça, c'est la sculpture qui nous l'apprend. Donc je trouve ça formidable. Quand on s'est rendu compte de ça, on était contents. Et avec le dessin, on s'en rend bien mieux compte qu'en photo. On le voit mieux et on distingue mieux grâce aux couleurs et grâce à... Et puis, je trouve aussi que le dessin permet d'approcher quelque chose de très important dans l'art du Moyen-Âge, c'est la transcendance, c'est la dimension anagogique de certaines œuvres. Voilà, je trouve que les moyens graphiques permettent ça plus aisément que des clichés qui ont une dimension, bien évidemment, par essence, beaucoup plus documentaire, alors que là, dans la qualité des dessins, le graphisme, etc., voilà, on s'approche, je trouve, plus directement de cette transcendance. Voilà, je voudrais montrer 3 dessins que j'aime beaucoup. Pardon. Chaque dessin, c'est un petit monde. Enfin, Anne, elle dessine et moi je parle, mais je peux la laisser parler aussi. Mais, c'est les premiers, c'est parmi les premiers. Et en fait, chaque dessin, c'est un monde en soi. Alors ça, c'est un morceau d'un chapiteau où en fait, il y a Jésus qui a ressuscité, et il y a l'apôtre Thomas qui ils se rencontrent et Thomas, il ne croit pas. Alors il dit, mais non, maître, t'es pas mort, ou qu'est-ce qui s'est passé, ou c'est pas lui. Et le Christ lui dit, mets tes mains dans mes plaies. Et à ce moment-là, c'est un évangile, je ne sais plus lequel, qui dit, il vit et il crut. Et alors là, en fait, vous avez le Christ qui est là, qui est en rose. Hein. On n'est pas dans le réel, on est dans l'immatériel. Et puis, il y a ce mouvement incroyable qui est celui de la sculpture. Hein. Anne a reproduit le dessin. Il y a ce mouvement de Thomas qui s'approche et qui va toucher. Et les deux, ils ont leur auréole dorée, comme ça. Et en fait, ça montre un moment qui est un moment assez incroyable et qui, évidemment, dans la sculpture, qui est juste en noir et blanc, parce que là, la pierre, elle est blanche. Et là, le dessin, avec le fond en plus, ce fond qui, avec ces petits triangles-là, qui est un fond gaufré, en fait, et ça imite dans la sculpture le traitement qu'on faisait dans l'orfèvrerie, et notamment dans les devants d'autel, pour donner le scintillement de l'or. Voilà, et en fait, donc Anne, dans son dessin, elle l'évoque dans la partie supérieure, elle ne l'a pas fait partout, parce que l'immatériel se montre aussi dans le dessin. Et alors, je voudrais montrer encore un autre exemple. Ça c'est l'ange de la résurrection, dans un chapiteau de la Dorade. Alors, vous savez, à la Dorade, mais ça, je l'explique dans mes petits textes. Alors, ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai réussi à expliquer tout Saint-Cernin en 1 page. Et j'ai fait des tout petits textes pour expliquer aussi l'iconographie, parce que...
Alors ça, donc, c'est l'ange, le Christ qui est ressuscité, et l'ange qui est là, et qui raconte, qui dit le Christ est ressuscité. Et alors, il a une espèce de dynamisme comme ça, incroyable. Et c'est une manière de donner ce mouvement, cette émotion, cette chose qu'a très probablement voulu transmettre le sculpteur, qui avait été... c'est le commanditaire qui lui avait dit « Tu me feras un cycle avec 12 chapiteaux sur la passion et la résurrection du Christ, et on va montrer ceci et cela. » Et là, le dessin, il donne cette espèce d'élan incroyable. Et ça, je trouve ça... j'aime bien. Mais je trouve que ces dessins rendent véritablement ce qu'est la sculpture, c'est-à-dire un art de l'émotion. Voilà, le dessin abonde dans ce sens. C'est un art de l'émotion, vraiment. C'est un art aussi du non-dit. Alors, ça, c'est aussi un dessin que j'aime bien, parce que ça, c'est le Christ qui est ressuscité, et puis il y a Marie-Madeleine qui est dans le jardin des Oliviers, et puis elle voit quelqu'un, et elle croit que c'est le jardinier. Et puis en fait, elle s'approche et elle reconnaît le Christ. Et le Christ lui dit « Ne me touche pas ». Et alors vous avez le Christ qui est là. Il la regarde, il est tourné vers elle mais penché. Donc il la regarde avec tendresse, avec émotion. Et en même temps, il s'évade, il s'échappe vers la droite. Et elle va tomber à genoux comme ça, tendue vers le Christ. Et ça donne à comprendre en fait des choses qu'en fait sont des choses. Après, si vous allez voir les chapiteaux aux Augustins, vous allez les reconnaître et vous allez regarder aussi les autres phases du chapiteau où vous aurez la suite ou ce qui a précédé dans l'histoire. Et donc ça, le but en fait, c'est de faire cette émotion et de voir les choses autrement en fait. Voilà, c'est le regard d'Anne qui nous amène à voir autrement les choses. Et Anne, l'art du Moyen-Âge, ça vous a toujours particulièrement fasciné ou c'est juste le plaisir de travailler avec Guitry ? Je suis une véritable iconoclaste parce que pour moi, ce n'est pas le Moyen-Âge, mais je crois que j'ai une faculté de saisir l'énergie par les yeux et le mouvement. Et donc, ce n'était pas l'histoire religieuse qui me guidait, désolé. C'était même pas les Guitry qui me disaient celui-là c'est important, mais c'était ceux où moi je sentais le plus de mouvement. Oui, comment le choix s'est fait en fait Vous en avez discuté ou c'est Guitry Oui, là je voudrais intervenir parce que la première fois qu'on est rentré au musée des Augustins, Guitry m'a dit voilà. Elle m'a montré quelques chapiteaux en passant, et puis elle me dit tu dessines ce que tu veux. Alors moi, j'étais très, très contente parce que si elle m'avait dit « tu fais ça, ça et ça », probablement, je me serais cabrée, je lui aurais dit non. Et là, je me suis dit « je suis tranquille, je fais ce qui me fait plaisir et puis ça ira ». Et en fait, ça s'est passé sans histoire parce qu'on a fait des évaluations à quelques moments, mais tu m'as pas très souvent dit je veux celui-là ou celui-là. Tu m'as laissé divaguer à travers le musée. Vous avez fait combien de dessins en tout ? Quand on aime, on compte pas. Vous savez pas ? Non. Et alors, je pense que pour ceux qui s'intéressent au processus, j'ai porté des albums au fond avec des croquis dedans. Et vous allez être affolés par la quantité de croquis qui sont allés avant que je décide, ça va, ou que je les montre à Guitry, qu'on en choisisse un. Mais l'élaboration, ça a été laborieux. Et vous avez choisi ensemble ou il y a des dessins qui t'ont particulièrement plu et qui plaisaient moins à Anne ou comment vous êtes réparti le travail ? Ce qu'Anne ne vous dit pas, c'est qu'il y a des dessins qu'elle ne voulait pas faire parce qu'elle trouvait que les sculptures étaient moches. Mais moi, ce n'est pas une appréciation d'histoire de l'art, ça. Ou que j'y arriverai pas, parce que quand elle m'a montré Guy Labertus avec tous les petits plis et toutes les petites broderies, elle m'a dit ça c'était, moi je croyais que j'avais fini à Noël il y a 3 mois que je suis, c'est bon. Je me dis ça va être fini. Et alors, d'un premier temps, elle m'a dit non, il faut que tu viennes voir les grands panneaux au fond, là. Alors là, Guy Labertus, évidemment, c'est Dieu à côté, c'est rien. Guy Labertus, c'est plus. Et il y avait tous ces petits plis. Alors là, je suis resté sans parole. Comme je ne voulais pas la vexer, je lui ai dit écoute, je dessinerai peut-être un petit carré des broderies qui sont au fond d'une statue.
T'en as pas de cela pour montrer les sculptures des fonds. Bon, parce que je me disais, alors j'ai commencé à l'encre de Chine, à la plume, le soir à la chandelle, très, très fin, etc. Et puis je me suis dit, mais finalement, c'est assez beau comme rendu. Alors, je vais étaler un peu plus en droit. J'ai fait un peu plus grand, et puis un peu plus grand, et puis finalement, j'ai fait exactement tout ce qu'elle voulait, c'est-à-dire les personnages, les seins en entier, avec leur surplis brodé, avec tous les petits plis, etc. Et puis, je suis rentrée dans le jeu, mais là, il n'y avait pas de couleur. C'est uniquement parce que le dessin, c'était tellement complexe. Et là, il n'y avait pas de mouvement. Là, ils étaient les deux doigts sur la couture du pantalon, quasiment, quoi. Et donc là, j'ai travaillé différemment, à la plume et avec des stylos très fins. Voilà. Alors, parce qu'en fait, quand même, Voilà. c'était ceux-là, là, les apôtres. La révolte grondait, vous voyez, parce que j'ai commencé à lui faire un petit peu de broderie du bas en me disant elle va être contente. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi aussi, je me suis prise au jeu et voilà, donc j'ai mis un peu de fond coloris, puis je suis allée travailler dessus à la plume, un travail très fin. Voilà. Et là, je travaillais encore sur place, d'après les sujets, les photos, je les ai utilisés plus tard. Parce qu'en fait, le but quand même du livre, c'était de faire un panorama de la sculpture toulousaine. Donc, il y avait des choses obligées. Et on a un grand sculpteur à Toulouse, c'est Gilles Abertus. Il y en a un autre, c'est Gilles Duin. On ne pouvait pas ne pas présenter... c'est très important dans l'évolution de la sculpture toulousaine et pour l'impact que ça a eu dans le monde méridional. Donc, il fallait absolument ces dessins. Alors, de temps en temps, Anne râlait un peu, mais finalement... La négociation s'est bien passée, a priori. Le plus dur, c'était de commencer après, une fois que j'ai vu que ça se traitait différemment du restant, ça allait. Bien, merci, mesdames. Alors, y a-t-il des questions ? Avez-vous des questions à poser à l'une ou à l'autre, à l'historienne de l'art ou à l'artiste ? Mesdames et messieurs ? En fait, les seuls dessins qu'il y a eu à ma connaissance de ces sculptures sont les érudits du 19e siècle qui font des dessins parce qu'on n'a pas encore la photographie. Et quand on veut reproduire l'image, on le dessine. Dumège a fait des dessins de ces photos, qui sont, de ces sculptures, qui sont souvent assez maladroits. Il y a des dessins qui sont reproduits dans les voyages pittoresques et romantiques, par exemple, de Taylor et Naudier. Mais sinon, non, il n'y a pas de... Dès qu'on a pu utiliser la photographie, on a utilisé la photographie. Et par exemple, le grand Émile Malle, le grand historien de l'art de fin 19e, début 20e siècle, qui avait été chargé de cours à l'Université des Lettres de Toulouse, disait à propos des Augustins, ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on fasse des corpus, des sculptures avec des photos des quatre faces. Et il dit ça en 1892 ou quelque chose comme ça, dans ces années-là. Donc on a beaucoup travaillé la sculpture sur la photo, avec cette idée que la photo, c'est objectif. Or, en fait, c'est très intéressant, parce que la photo, c'est pas objectif du tout. Quand on regarde les photos qui sont faites, par exemple, dans la célèbre collection Zodiac, Dieu a fait des magnifiques photos de la sculpture romane toulousaine notamment, mais c'est sa vision de la sculpture, c'est l'éclairage que lui a choisi. Dieu il disait, la sculpture, c'est le jeu de la lumière sur la matière. J'ai toujours aimé beaucoup cette définition. Et en fait, on peut faire dire des choses différentes à une photographie selon qu'on utilise le noir et blanc, la couleur, qu'on éclaire par en haut, par en bas, etc. Et en fait, c'est pas plus objectif. C'est une autre approche, c'est une autre... Oui. Et moi, je voudrais ajouter une chose sur laquelle on est passé très rapidement, c'est que quand j'ai fait suffisamment de dessins pour le livre, ce qui s'est imposé à moi, c'est que on pouvait plus rester sur le face par face, mais qu'en réalité, le chapiteau, il fallait le lire dans son entièreté. Vous avez fait des grands déroulés. Voilà, donc je suis passé du 30 sur 30 sur lequel je suis resté pendant 2 ans, à 2 mètres 30 ou 50, beaucoup aidé spirituellement par les taggeurs de Lombez, où il y a une très belle maison des écritures, a fait venir des taggeurs qui ont fait des choses magnifiques dans Lombez, dans le Gers.
Et ça m'a boosté. Et donc, j'ai acheté des bombes et puis je suis rentré chez moi. Je croyais que j'allais pouvoir dessiner dehors. Ça, c'est pas possible. Et donc, j'ai fait sur 2,50 m parce que mes murs, l'écartement ne me permettait pas davantage. Et je l'ai fait en grand, les 4 faces d'affilée. Et ça a été une autre aventure parce que pour comprendre, parce qu'il y a tellement de choses qui sont entrecroisées, etc., pour rester fidèle au dessin, ça a été, là, je serais rentré dans les ordres, ça aurait pas été pire parce que j'étais dans Saint-Christophe, au-dessus de Gazeres-sur-Garonne, et j'en ai pas bronché pendant plusieurs mois. Voilà. Et il y a 5 qu'on montre en exposition, donc on montre ces grands panneaux colorés que vous verrez dans le livre. Alors j'avais préparé des photos des histoires de ce que tu appelais le déroulé, parce que finalement c'était amusant. On connaît tous le très célèbre chapiteau d'Hérode et Salomé du musée des Augustins, qui est la vedette, le chapiteau extraordinaire. Et en fait, vous connaissez l'histoire. C'est donc Anne a dessiné chacun des séquences. Et donc c'est l'histoire de Hérode qui Jean-Baptiste, en fait, il connaît bien Hérode. Enfin, ils se connaissent bien tous les deux. Et puis Jean-Baptiste, de temps en temps, il reproche à Hérode de vivre avec la femme de son frère. Et donc Hérode en a un peu marre, le fait jeter en prison. Et puis ça recommence parce que après, il le fait sortir de prison parce qu'il aime bien discuter avec le prophète. Et puis un jour, Hérode offre un grand banquet et sa belle-fille, Salomé, danse devant le public. Et là, Hérode, subjugué complètement, dit à la jeune fille, « Ce que tu veux, je te le donnerai. » Et en fait, on a une petite phase du chapiteau qui est extraordinaire, parce que vous avez Salomé qui est là, en bleu, qui vient de s'arrêter de danser. Elle a les jambes croisées, elle tient encore les clochettes dans sa main, qui accompagnait sa danse. Elle a sa main comme ça, elle écoute ce que raconte Hérode. Hérode, il est là, il trône. Il a sa couronne sur la tête, un beau vêtement, et il fait ce geste incroyable dans la sculpture romane, mais absolument incroyable. Il saisit la jeune Salomé sous le menton avec un geste qui est absolument naturel. Et ça, dans la sculpture romane, c'est de l'inédit absolu. Donc il lui dit « Ce que tu veux, je te le donnerai ». Et la jeune fille, qui avait été dûment chapitrée par sa chère maman, dit « Je veux la tête de Jean-Baptiste ». Et donc à la face opposé du chapiteau, il y a ce qu'on appelle la décollation de Jean-Baptiste, c'est-à-dire Jean-Baptiste est décapité. Et là aussi, on a une façon, le sculpteur a une façon de montrer une espèce de... c'est pas une histoire, c'est une synthèse en fait qui est là. Vous avez le bourreau qui tient la tête de Jean-Baptiste par les cheveux, il lui passe l'épée au travers du cou, plus exactement, il lui a déjà passé l'épée à travers le cou. Vous avez le cou ici et la tête là. Et vous avez tout le corps qui tombe, qui s'abandonne, dans une espèce d'instantané photographique absolument incroyable. Et donc, il y a Jean-Baptiste qui s'effondre comme ça sur lui-même. Et au même moment, vous avez un petit corps d'enfant nu qui sort du dos de Jean-Baptiste, qui a ses mains jointes, qui a sa tête vers le haut, qui monte dans le ciel. Et là, vous avez Dieu qui descend des nuées perlées et qui, par un geste d'une tendresse incroyable, prend dans ses bras la petite âme de Jean-Baptiste, parce que c'est ça qu'on a représenté. Donc le sculpteur, il représente l'horreur et la tendresse extraordinaire. Et puis après, vous avez la charmante Salomé, qui apporte la tête de Jean-Baptiste dans son plat, et qui l'apporte à sa chère maman, Hérodiade, qui est là à côté d'un convive. Alors, Anne a fait ces petits dessins, ce qui m'a permis, moi, de faire des petits textes pour expliquer l'histoire. Et puis après, elle a fait un grand, donc ce qu'elle a appelé des déroulés. Donc en fait, sur ce chapiteau, il y a 3 faces, parce que la 4e n'est pas sculptée. Jean-Baptiste et Salomé, le martyre de Jean-Baptiste, et puis, alors là aussi... Pas de chronologie, hein. Les inventions, oui, c'est pas tout à fait dans l'ordre. Les inventions du sculpteur, le bourreau qui coupe la tête de Jean-Baptiste, le bourreau qui est dédoublé dans un procédé complètement cinématographique. Là, il a l'épée sur le côté, parce que sur l'épaule, il a fini son boulot. Il passe la tête à sa main, à Salomé, laquelle Salomé, comme dans un dessin animé, se dédouble pour le passer à sa maman. Et en fait, c'est déroulé. Alors là, l'image n'en rend pas compte, mais les dessins, ils ont été faits sur un format 30 sur 30 ou 50 sur 60.
Les déroulés, ils font 2,50 m de longueur. Donc c'est un travail comme ça. Et en fait, c'est une autre façon aussi de voir les choses. De mettre en valeur justement le principe séquentiel de la sculpture romane. C'est extraordinaire, ce que l'on sait bien, mais ce dont on ne se rend pas compte forcément quand on regarde les chapiteaux. Eh bien, il nous reste à vous remercier de votre présence et de votre attention et de votre intérêt. Et voilà, je vous invite vraiment à consulter cet ouvrage tout à fait exceptionnel. C'était Anne Péchou et Kit Ricaz à la librairie Ombre Blanche le 7 décembre 2019 pour la parution de leur ouvrage Sculpture romane toulousaine, Regards croisés, dans la collection Tempus Artis aux presses universitaires du Midi.